Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat en direct sur la télévision Labari. 92,49%, c'est le score du président sortant Issifou Mahamadou, réélu pour un second mandat à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle. Léon opposé à son challenger Hama Amadou. Proclamation a été faite par le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi, Issifou Mahamadou rempile pour un second mandat à la tête du Niger. Pour faire un tour d'horizon de cette réélection du président Issifou Mahamadou, pour beaucoup, la grosse interrogation est quelle aube se dessinerait-elle pour notre pays à l'issue de ces élections ou bien de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est ainsi que nous avons pour le moment sur ce plateau deux invités et pas des moindres. Une fois n'est pas coutume, je commence par ma droite. Nous avons M. Ambali Dodo, il est là au titre des non-affiliés. Ambali, bonsoir. Bonsoir, M. Sédoukou. D'avoir répondu à notre invitation, merci. À gauche, c'est le porte-parole de la coalition politique pour l'alternance à COPA 2016. Lui, c'est le ministre Ousseini Salatou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. D'avoir répondu également à notre invitation. Merci. Nous attendons d'un moment à l'autre le représentant du principal parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Assoumana Malam Issa. Et ce n'est pas BS Boubacar Sabo qui me dira le contraire. Viendra ou viendra pas, en tout cas, il va prendre certainement le train en marche. Qu'à cela nous tienne, le quorum étant déjà atteint, monsieur le ministre, 92,49%, c'est Issifou contre votre candidat Hama Amadou, même si on sait que vous avez boycotté ces élections, ou bien c'est Issifou qui a succédé à Issifou, au dire de l'analyse faite par certains politiciens. Merci beaucoup de la rectification. Vous vous rappelez très bien, j'ai dit que nous allons donner au niveau de la COPA l'opportunité à Issifou d'affronter un fantôme qu'il s'est lui-même donné parce qu'en refusant à Hama Amadou de battre campagne en face de lui, c'est que Issifou a affronté un fantôme ou bien Issifou a été en face de lui-même. Donc, j'aimerais véritablement que le rectifie, si ce n'est pas pour faire plaisir à la CENI, qui a persisté et signé en voulant donner coûte que coûte de voix au président Hama Amadou, ce qui a rendu aussi bien ridicule la CENI que le président Issifou lui-même. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la communauté internationale sur laquelle ils s'appuient, parce que je les ai entendus un peu partout dire que la communauté internationale a validé leurs résultats. C'est-à-dire que pour ces gens, le peuple nigérien ne compte pas. Ce qui compte, c'est vraiment ce que dira la communauté internationale. Or, nous avons entendu tous les discours, nous écoutons toutes les mêmes radios, nous regardons toutes les mêmes télés, nous savons l'appréciation de la communauté internationale. Donc, 92, je ne sais combien pour cent. Pour 49%. Pour nous, ça ne signifie absolument rien. Ils se pouvaient se donner, je l'ai dit, 110%, comme nous avons l'habitude de le faire dans certains bureaux de vote. Ça ne signifiera absolument rien pour nous. Au contraire, ils ont continué à se ridiculiser et sont tombés dans notre piège. Parce que nous avons cherché à montrer aux citoyens que la première sortie, le 20 février, des citoyens nigériens n'était pas, comme certains le pensent, un engouement pour les élections, mais c'était pour sanctionner le président Issifou. Malheureusement, les voix des Nigériens ont été détournées, ont été spoliées, ont été corrompues. Et nous avons dit, bon, nous allons lui donner une autre occasion pour rééditer et montrer qu'il faut sanctionner Issifou. Et c'est ce que nous avons fait le 20 mars en demandant aux citoyens de ne pas sortir. Et je me rappelle très bien, j'aurais bien voulu avoir mon ami Nassirou de cette structure de la société civile qu'on appelle les sans-voix, merci beaucoup, les sans-voix, qui, un bon sociologue, a quelquefois des analyses très pertinentes. Il avait dit avant ce scrutin que tout va se décider en ce qui concerne le taux de participation. Si les Nigériens sortent, ça veut dire qu'ils légitiment Issifou. Mais s'ils ne sortent pas, c'est qu'ils ne légitiment pas Issifou. Et je pense que si Nassir était en face de moi, j'allais lui poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je répondrai à sa place comme il n'est pas là. Les Nigériens n'ont pas légitimé Issifou. La légitimité appartient à la COPA. Nous l'avons dit bien avant les élections. Nous continuons à le dire aujourd'hui parce que nous en avons eu la preuve tangible. Les Nigériens, nous avons demandé de ne pas sortir. Ils ne sont pas sortis.
nous savons qu'ils ont concocté les chiffres, nous allons revenir dans les détails. Ils ont concocté les chiffres un peu partout. Et malheureusement, ces gens ne savent même pas voler. Ils volent de la manière la plus artisanale. Hein, et la preuve a été donnée avec vraiment les chiffres qui se sont attribués. Et ça me fait rire et ça fait sourire tout le monde. Nous allons revenir dans les détails. Nous disons donc que pour nous, en réalité, Issouf Seck n'a pas, je ne parle même pas de 82%, Issouf n'a pas été élu. Et c'est pourquoi, au niveau de la COPA, nous avons dit que nous ne reconnaissons pas les résultats issus de ce scrutin, mais en même temps, ce que les institutions qui ont sonné dessus, nous ne les reconnaissons pas. Merci le ministre Salatou. Je rappelle à nos nombreux téléspectateurs tout comme auditeurs, nous attendons d'un moment à l'autre le représentant du principal parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, M. Assoumana Malam Issa, l'honorable Ambali Dodo. Je reviens à vous, vous non affiliés. Pour beaucoup, cette guerre des titans à laquelle s'est livré les deux bords, majorité comme opposition, pour beaucoup, les non-affiliés, vous aviez fait profil bas, vous n'étiez pas sorti, ne serait-ce que pour monter au créneau et dire de vive voix ce que la lecture que vous en faisiez du processus électoral de bout en bout, puisque vous êtes quand même partie prenante pour y avoir participé. Merci beaucoup, Sédoukou. Donc, le groupe des partis politiques non affiliés a eu à faire des déclarations dans le cadre des élections législatives et même présidentielles. Et à travers ces déclarations, nous avons eu à dénoncer toutes les insuffisances et toutes les anomalies constatées. Et nous avons, par les mêmes occasions, eu à appeler toute la classe politique à un apaisement, à la retenue et surtout à une prise de conscience par rapport aux défis qui se posent au Niger. Et à titre de rappel, lors de notre première déclaration, nous avons mentionné notre regret de constater que les élections se déroulent de manière très peu transparente, et avec une CENI qui nous a beaucoup déçus personnellement. Et moi, je dirais que je n'ai jamais cru que la CENI, cette CENI-là, qu'elle soit capable d'escamoter. D'être téléguidée? Je ne dirais pas téléguidée, mais en réalité, elle a failli à sa mission, qui est d'organiser des élections inclusives, libres et transparentes. Et pour preuve, nous avons eu à assister à l'audit national et international du fichier électoral. Et nous avons constaté sur le terrain des doublons par rapport aux cartes d'électeurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fichier électoral même qui a été édité, ce n'était pas le fichier qui a été corrigé après les audits. Ce qui prouve qu'il y a eu une absence de transparence et d'honnêteté de la part de la CENI. Et vous avez vu, il y a des électeurs qui circulent dans la ville de Niamey et ailleurs avec une multitude de cartes portant leur nom. Ce n'est pas des faits qui sont de nature à grandir la démocratie au Niger et surtout à grandir les acteurs politiques nigériens. Et en dehors de la CENI, nous avons fortement regretté également l'absence du second candidat, n'est-ce pas, donc admis au second tour lors de cette campagne électorale. Parce que c'est inédit, c'est la première fois que ça arrive au Niger. Pour qu'on assiste à des élections transparentes, on doit créer des conditions, n'est-ce pas, donc, d'une campagne équitable. Des conditions, n'est-ce pas, donc, qui vont permettre aux Nigériens d'opérer un choix objectif par rapport, n'est-ce pas, aux candidats qui sont parvenus au deuxième tour. Ça, c'était des choses ou des imperfections, franchement, que nous avons relevées et que nous avons regrettées. Et troisième chose, par rapport même à la Cour constitutionnelle, pour aller plus loin, si vous voulez, et avec ce retard dans la proclamation des résultats, vous voyez bien, ça aussi, ça n'honore pas la démocratie. Et
on a l'habitude d'organiser des élections. Ce n'est pas la première fois. Tout à fait. Le respect des délais constitutionnels, c'est imposable à toutes les institutions, autant que c'est imposable à tous les acteurs et à tous les citoyens. Donc, pour une meilleure expérience en matière de démocratie, nous devrons transcender certains comportements. Et capitaliser les acquis. Et capitaliser. Malheureusement, on se rend compte que le Niger évolue de pire en pire en matière d'expérience démocratique. Un recul démocratique? C'est un véritable recul démocratique. Franchement, quand vous comparez les élections, l'atmosphère constatée lors de ces dernières élections par rapport aux élections de 2011, on peut tout simplement relever un certain pourrissement, une certaine dégradation, n'est-ce pas donc, du climat sociopolitique. Or, qu'est-ce qu'on veut après une élection? C'est de constater que sur les visages des citoyens, de constater une certaine joie, une certaine satisfaction, n'est-ce pas, une certaine prise de conscience par rapport au respect du choix de la majorité. Mais dans l'ensemble, après la proclamation, ça n'a pas été le cas à l'échelle nationale. Une façon de dire que les aspirations du peuple n'ont pas été prises en compte? Les aspirations du peuple, ce n'est pas d'organiser des élections avec un seul candidat en course, mais d'organiser des élections au second tour avec deux candidats qui jouissent des mêmes conditions, des mêmes avantages, des mêmes droits. Vous comprenez? Nous n'avons pas un choix précis par rapport à l'un ou à l'autre des candidats. Vous ne nous avez jamais entendu décliner notre choix, n'est-ce pas, dans ce sens. Mais nous avons souhaité, nous ne sommes pas battus, nous ne sommes pas sacrifiés pour rien. Nous nous sommes sacrifiés pour que la démocratie au Niger réussisse dans, n'est-ce pas, donc, le respect des dispositions légales qui sont en vigueur. Monsieur Ambali, à vous entendre parler, c'est comme si, comme qui dirait, tout ça pour ça. Et je dirais que je reprendrai une de mes déclarations sur une télévision de la place. Et en fait, à ce stade-là, je rappelais avant les élections au Niger que j'ai constaté en Afrique, et principalement au Niger, que la démocratie, en réalité, elle est réductible à une série de mensonges, de complots, n'est-ce pas, une série de coups bas, si vous voulez. Et finalement, on se retrouve avec des acteurs qui ont des comportements qui sont franchement de nature à décourager les citoyens, de nature à décourager même les partenaires extérieurs. Merci Ambali, vous êtes le représentant des non-affiliés, on comprend que vous en ayez gros sur le cœur. Le ministre Salatou, je reviens à vous. Pour beaucoup, vous êtes dans cette posture de victimisation et vous criez d'une part à une sorte de mascarade électorale. Au même moment où vous avez décidé de ne pas y participer, au même moment où vous avez intimé à vos différents représentants de ne pas y être impliqués dans le processus électoral, comment se fait-il que vous ayez des chiffres que vous avez eu à exhiber, à arguer dans une de vos déclarations pour dire que c'est le reflet des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord préciser que nous ne sommes pas des victimes. Les victimes, c'est le peuple nigérien. Ce n'est pas la COPA. Parce que c'est le peuple nigérien qui est sorti pour accorder ce suffrage à des représentants légitimes, mais malheureusement, leurs suffrages ont été détournés. Aujourd'hui, à l'Assemblée, nous avons deux séries de députés. Les députés issus des zones et les députés issus des PV. C'est ça que nous avons à l'Assemblée. Je ne dirais pas que les députés qui ne sont pas partis sont parmi uniquement les députés issus des urnes. Je sais que dans l'Assemblée nationale actuelle, il y a en cours, en dehors de nos députés, il y a certains qui sont issus des urnes. Mais les députés du PNDS, à 90%, plus les députés de certains partis très proches du PNDS, sont des députés des PV, des procès-verbaux, qui ont été fabriqués de toutes pièces. Vous en avez les preuves? Je n'ai pas besoin de faire un commentaire composé par rapport à cela, ils en sont conscients, c'est clair et net. En ce qui concerne les chiffres, c'est vrai, nous avons dit que nous n'allons pas envoyer des délégués. Mais cela ne voudrait pas dire que nous ne suivons pas de près tout ce qui est en train de se passer. Et je vais vous informer qu'ils ont été piégés.
Beaucoup de jeunes qu'ils ont pris pour mettre dans ce bureau de vote, c'est des gens que nous avons envoyés. Sans qu'ils le sachent. Et ils nous ont amené, tu vas me demander comment j'avais oublié de la précipitation, j'allais t'amener des PV qui sont là. Des PV que les jeunes nous ont apportés. Et les chiffres, nous avons demandé déjà à nos techniciens, sur la base des chiffres que nous avons, et sur la base de la proclamation de la CENI, de nous faire un travail technique pour relever des aberrations. Avec ta permission, Sidiko. Allez-y. Vous allez remarquer quand vous faites l'analyse des chiffres, entre le deuxième tour, entre les deux tours, le candidat Issou Mamadou a vu son score s'accroître de 1 725 781 voix, alors même que le total de voix des candidats qui l'ont rejoint au deuxième tour est de 614 372. Je pense que ça donne à réfléchir. J'ai dit que l'écart, c'est 1 700 000 qui sont ajoutés à son score du premier tour, alors que les autres candidats qui sont venus le soutenir n'avaient au total que 614 372 voix. En admettant que tous ceux qui avaient voté pour Issoufou ont revoté encore pour lui, en admettant cela, lui au second tour, sans exception, il va avoir 2 203 055 personnes. Et que tous ceux qui ont voté pour les candidats qui l'ont rejoint au second tour ont reporté leur vote sur Issoufou, sans exception, c'est-à-dire les 614 000, il restera quand même à expliquer d'où viennent les 1 111 409 voix. Où est-ce que ça provient? Et je vais vous donner un exemple palpable. Moi, je prends l'exemple que j'ai vécu. Vous avez entendu peut-être sur certaines télé, on dit que le porte-parole de l'opposition est parti vouloir voter. La télé Dunia, à travers le secrétaire général de la présidence, est venu en croyant me diffamer, mais je les ai piégés. J'ai attendu 18 heures. Dans mon village, je suis parti. Et à 18 heures, ils ont déjà dépouillé. Chez moi, dans les deux bureaux de vote, Ou fermer le bureau de vote. ils ont dépouillé. S'ils ont dépouillé, ça veut dire qu'ils ferment. Dans mon village, il y a 2 bureaux de vote. Ils ne font que à peu près 728 électeurs. Au premier tour, sur les 728 électeurs, la COPA a eu, c'est-à-dire Hamma et Seni, ils ont eu 428. Issouf a eu 212. Au premier tour des élections présidentielles. Seni avait dans les 300, Hamma avait dans les 100 quelque chose. Ils avaient 400 quelque chose. Au deuxième tour, Issouf se lève avec 608 voix, Hamma avec 3 voix. Je prends l'ensemble du canton de Namaro. Hamma avait dans les 10 000 voix au premier tour présidentiel. Seni avait 4 000, Issouf avait 4 000, quelque chose. Au second tour, Issouf se relève avec 17 000. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire des calculs pour sentir l'aberration. Alors je me suis présenté pour leur dire que je vais voter. Ou bien je n'ai pas le droit de voter. Ils disent que non, mais ils ont dépouillé. J'ai dit, mais attends, vous devez dépouiller à l'heure. C'est à 19h. Parce que sur les 600 voix, on a envoyé quelqu'un pour dire qu'il faut aller voter. Il est parti voter, il a vu que sur nos noms, ils ont déjà corrigé qu'on a voté. Moi et ma famille. Moi, je vote toujours au village, depuis qu'il y a cette démocratie au Niger. Donc, je voulais me le mettre à nu. Mais il dit, non, tu ne peux pas voter. J'ai dit, bon, attendez. Comme vous m'enlevez le droit de voter, je vais appeler le président communal de Namaro. Je l'ai appelé. Il me dit, non, s'il n'est pas là, tu dois le voter. Et même si ceux qui sont là, on prend leur carte, comme le dit la loi. Il dit, non, les PV, tout a été ramassé par les habitants lors du déploiement. Il dit, bon, allez-y dans un petit village qui est à 500 mètres là, prenez des PV. Ou même moi-même, j'amène des PV et des encres. J'appelle le premier vice-président de la CENI nationale. Je le passe le président du bureau de vote, il dit, il doit voter, il n'est pas l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils téléphonent. Le responsable du PNDS téléphone au secrétaire général de la présidence, qui est à Namaro, avec un leader de parti politique et des responsables du PNDS pour venir chez moi, avec des militaires, ramasser les urnes. Et ils ont fait ça dans toute la commune, ils ont rempli les PV. Voilà ce qui s'est réellement passé. Les vrais chiffres, nous les avons. Les gens ne sont pas sortis. On n'a pas besoin de faire un commentaire en cela. Donc, c'est clair et net. Les chiffres que nous avons annoncés, ce n'est pas des faux chiffres. C'est des chiffres réels. Ils savent qu'ils ont fait. Ils palpent en argent, mais aussi ils ont palpé en voix. C'est ça le dame. Ils ont palpé en voix. C'est une aberration. Je suis d'accord qu'il se passe.
mais avec un peu de pudeur. Malheureusement, ces gens en manquent, un peu de fierté. Il pouvait se donner, il n'a pas besoin. Il dit qu'il passe avec 52%, qui ne dit pas qu'il ne passe pas. Il n'a pas besoin de ces 92%. Il s'est rendu ridicule. Ridicule. Ceux qui ont pensé lui faire du bien, alors véritablement, ils l'ont clochardisé. C'est ça le drame. Monsieur le ministre, quelle que soit l'issue du vote, est-ce que vous n'allez pas monter au créneau pour ne pas être d'accord? Mais évidemment, à partir du moment où nous, même si on ne monte pas au créneau, les citoyens sont montés au créneau à partir du moment où c'est eux-mêmes qui ont dit que nous ne partons pas voter. Et je me suis levé le matin pour ne pas dire oui, dire. J'ai fait tout le tour de la commune, en tout cas, le 2 tiers de la commune 1. Je suis parti dans la région de Saï. Après, je suis parti chez moi pour qu'on ne pas dire que quelqu'un qui m'a dit. Pour constater de visu ce qui s'est passé. Et c'est avec plaisir. Je dégustais la légitimité. Parce que je l'avais. Partout où je passais, les gens étaient vides. Les gens jouaient dans la cour, les enfants jouaient. Les enfants étaient assis sur les comment on appelle ça? Sur les hangars, dans les bureaux de vote? Pas sur les bureaux de vote. À l'ombre. Sur les nattes. Pas sur les nattes, cette histoire dans laquelle on met les bulletins là. Donnez-moi les noms. Sur les urnes. Les enfants étaient assis sur les urnes. Certains tapaient sur les urnes et d'autres dansaient. C'était beau à voir. Je dis Dieu merci. Ce que je disais toujours, je l'ai aujourd'hui, c'est vrai que nous avons la légitimité. Donc, ils pouvaient remplir tout ce qu'ils veulent. Vous avez senti depuis que les résultats sont sortis, vous avez vu les gens du PNDS festoyer? Non, ils ne peuvent pas. Mais la devanture de leur siège a servi quand même mais ça ne peut être que la devanture. La devanture n'a pas être la devanture. Mais dans les conditions normales de température et de pression, ce serait des rallyes de la ville de Niamey. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pour la première fois, ils ont eu de la pudeur. Ils sont restés à la maison. Ils ont honte. Et cela accompagné pendant la campagne. Combien de véhicules vous avez vus sur lesquels il y avait des photos de Maman Issoufou? Les gens avaient honte de mettre les photos de Issoufou. Et ils savaient ce qui les attendait. Ce qui les attendait, c'était quoi? C'était que les gens ne vont pas sortir. Donc, les chiffres que nous avons avancés, nous n'avons rien inventé. Et avant que nous parlions, c'était la communauté, c'est le terrain international que les gens sont sortis pour annoncer des chiffres de 10 à 15%. Nous, on n'avait même pas fini notre travail. Donc, ce que nous disons, c'est la pure vérité. Ils vont beau crier, beau argumenter, beau faire du commentaire composé, ils ne pourront convaincre aucun Nigérien que les Nigériens sont sortis. Donc nous disons pour nous, Dieu merci, nous avons la légitimité. Merci le ministre Salatou. Monsieur Ambali, je reviens à vous. À l'instant, vous en avez parlé et vous en avez fait cas aussi, que ce soit l'audit interne tout comme externe, à vous entendre parler, ils n'ont pas été pris en compte, ce qui veut dire que quelque part le coach dès au départ a été raté. Est-ce que quelque part ne vous sentez-vous pas interpellé, pour ne pas dire coupable, pour avoir su être endormi jusqu'à ce que les 2 audits puissent être escamotés et pour ne la prendre qu'à vos dépens, vous sentant non affilié tout comme l'opposition? Eh bien, personnellement, nous n'avons aucune responsabilité dans cette déconfiture. Nous avons fait notre travail, c'est d'accompagner les différentes missions qui étaient chargées de réaliser ces audits-là. Donc, on avait évolué dans un comité de suivi. Alors, l'édition des cartes de lecteur a été entièrement prise en charge de manière technique par la CENI. Donc, si il y a des coupables à retrouver, ça ne peut être que dans la CENI. Parce que le comité de suivi n'a pas malheureusement eu l'opportunité de suivre cette opération d'édition des cartes des lecteurs. Donc, je pense bien que la première fausse note, elle a commencé à partir de cette édition des cartes. Du moment où vous voyez partout dans la ville de Niamey et même ailleurs, des gens qui trouvaient même du plaisir à montrer la quantité de cartes qui étaient à leur possession. Vous voyez bien, donc ça, franchement, c'est un signe de malaise et de détresse pour notre démocratie. Et je me demande si ce même fichier électoral ou ces mêmes cartes-là, peuvent nous conduire aux élections municipales. Avec de telles pourritures, moi, je ne pense pas. Vous voyez bien, cela porte à croire que, franchement, les élections dans ce pays-là, n'est-ce pas, nous laissent le droit de nous poser plusieurs questions sur leur fiabilité, sur leur durabilité, sur leur efficacité et sur leur importance. Ça ne sert à rien de se tuer uniquement pour se faire ridiculiser.
c'est la politique ou le processus électoral est beaucoup trop sérieux pour le laisser à la portée de n'importe qui ou pour l'abandonner, n'est-ce pas, dans n'importe quelle situation. C'est un processus qui doit être encadré, qui doit être suivi par l'ensemble des citoyens qui sont autorisés. Rien n'est sûr de courir, l'essentiel c'est d'arriver à temps, comme qui dirait, n'est-ce pas? C'est de prendre le temps nécessaire pour parfaire les choses. Non seulement consacrer le temps nécessaire, mettre les conditions financières et lever les contraintes techniques pour que ce processus-là se déroule dans les meilleures conditions. Malheureusement, on est arrivé à cette situation-là qu'on déplore profondément parce que personne ne peut aujourd'hui être fier d'assister à un tel processus électoral où une partie des Nigériens refuse d'y participer et c'est une seule partie, malheureusement, qui se contente de l'achever. Ça, ce n'est pas une fierté. Ça ne peut pas induire un sentiment de fierté nationale. Vous voyez bien, c'est pour cela qu'on a cessé de lancer un appel à l'apaisement. L'appel à l'apaisement, ce n'est pas seulement pour les opposants qui sont trop frustrés. C'est également à l'endroit des gouvernants. Pour éviter un certain excès de pouvoir ou une certaine négligence par rapport au respect des droits des citoyens. Mais c'est également un appel qu'on lance à l'endroit de la société civile pour qu'elle cesse de se faire instrumentaliser. Certains même, c'est-à-dire au-delà de l'instrumentalisation, moi je suis en train même d'accuser une certaine complicité de cette société civile. Ils ont été pluralistes que le roi. Au-delà, peut-être même c'est plus que des rois, il me semble même que c'est je ne sais pas, des souverains qui pensent qu'ils ont le monopole de la démocratie, le monopole de la validation, n'est-ce pas, donc, du jeu démocratique au Niger. Ce n'est pas le cas. La démocratie, c'est en réalité une activité qui doit mettre en jeu l'ensemble des citoyens, sans exclusive. Malheureusement, si un seul Nigérien est marginalisé, cela peut entacher la qualité de la démocratie. Mais rappelez-vous que la démocratie n'a pas commencé au XXIe siècle au Niger. Elle n'a pas commencé même à partir de 1990 avec, je ne sais pas, les événements du 9 février. Le premier parti politique nigérien a été créé, je pense, le 12 mai 1946. Depuis 1946, ça fait 70 ans. Mais si aujourd'hui tout est remis en cause, on peut qualifier cette situation de quoi? De recul. Ce sont 10 ans. Vous prenez le RDA a été créé en 1946. Après le RDA, il y a beaucoup d'autres partis qui ont été créés. Même avant ça, il y a beaucoup d'autres. Vous voyez bien, mais qui ont été mis en veilleuse. Mais actuellement, on a plus de 90 partis politiques. Mais ils servent à quoi? À accompagner le roi ou à, je ne sais pas, à martyriser le peuple? Non, un parti politique, on le crée pour la défense des intérêts collectifs. En tout cas, pour une certaine ambition. Pour une certaine ambition. Non pas, en réalité, pour un divertissement ou, c'est-à-dire pour des intérêts particuliers. Ou bien pour la recherche des intérêts partisans et égoïstes. Merci Yambali. Monsieur le ministre, je reviens à vous. Maintenant, abstraction faite de tout ce que vous avez eu à subir dans votre chair et votre âme, vous, COPA. On l'a vu, juste après son vote, le président sortant Issoufou Mahamadou en a fait appel à la construction nationale, au-delà, indépendamment des défis sécuritaires auxquels le Niger fait face. On l'a vu, aussitôt la proclamation de ces résultats, à travers une adresse à la nation, il a réitéré le même appel en filigrane, c'est dire que sa main reste tendue pour œuvrer ensemble au développement du Niger. Que dites-vous par rapport à cette main tendue du président réélu Issoufou Mahamadou? Je pense que c'est dit que toi et moi, on ne va pas parler le même langage. Parce que pour que Issoufou puisse tendre la main, il faudrait qu'il soit d'abord réélu. Je dis et je le répète, pour la COPA, Issoufou n'est pas réélu. C'est clair et net. Il n'a pas qualité à tendre la main à quelqu'un à partir du moment où ceux à qui il pense tendre la main, on dit que non, tu n'es pas le président de la République à partir du 1er avril 2016. C'est ça la vérité.
Nous continuons à appeler Issou Mamadou, président de la République, jusqu'au le 1er avril à 0h. À partir de là, Issou Mamadou, peut-être ne sera que le camarade ou M. Issou Mamadou. Et peut-être je serai beaucoup plus connu que le Niger parce qu'il n'a même pas leader de parti politique. Bazoum est là, il ne va pas le laisser la présidente du PNDS. Moi, je continue à gérer mon labisi. C'est ça la différence. Issouf, tu ne peux pas tendre la main. En réalité, cette situation paradoxale dans laquelle Issouf se trouve lui-même, toutes les choses qu'il a eu à dénigrer, a eu à rejeter, il veut le faire. Et il le fait très mal. Il ne s'est même pas copié. C'est lui qui a dit en 89 à Barré qu'un gouvernement d'union nationale, quand Barré dit qu'il tend sa main, il dit que sa main contient un pistolet et qu'il va tuer les gens avec. Et qu'en réalité, c'est une escroquerie politique. Comment lui, il va venir nous proposer un gouvernement d'union nationale? Deuxièmement, comment quelqu'un qui a été élu avec... Au Niger, je pense que je parle sur le compteur de mon ami Ambali, je pense, parce que chaque jour, peut-être ils ont arrêté depuis que les élections ont commencé. Sinon, avant les élections, chaque jour, on crée un nouveau parti. Dans la perspective de dire, voilà le nombre de partis qui se tiennent. On était en tout cas à la veille des élections à 93 partis. Je considère qu'après ça, il n'y a pas eu, parce que les élections sont terminées. Sur les 93 partis, vous avez 53. Je calcule mal. Faites-moi 93 moins 53. Mais tous ces gens-là, il a 53 partis de l'échiquier national et il fait 92%. Mais il a eu l'unité nationale. Si l'unité nationale, il y en a. Il a eu l'unité nationale. Mais en réalité, qu'est-ce que le président Issou vise dans cette histoire? D'abord, c'est le marketing politique pour la communauté nationale. Son ami Chabas est venu, Ibn Chabas, avec un ordre solennel, tenir un discours. C'est une insulte. J'explique que Ibn Chabas a insulté les Nigériens. Il vous a rencontré quand même. Il a insulté et nous lui avons dit les 4 vérités. Nous lui avons dit les 4 vérités. Il nous a insultés, venir de manière solennelle, tenir un discours comme le président de la République du Niger pour dire que voilà, les élections se sont passées et il félicite Issoufou. Donc, le discours de Issoufou a l'intention d'Ibn Chabas, à la communauté internationale. Deuxièmement, qu'est-ce que ce discours vise? Premièrement, il nous invite à légitimer la forfaiture, l'illégalité. C'est cela. Troisièmement, qu'est-ce que ce discours vise? Ce discours vise à faire de la dissidence, comme en 2013. Mais qui se rassure, il n'y aura plus de dissidence au niveau de la COPA. Ça, c'est fini. Vous en êtes sûr apparemment? Ça, c'est fini, c'est fini. Celui qui veut partir, il peut partir. Mais il ne peut plus nous créer de problèmes. Il ne peut plus nous créer de problèmes. La justice en a tranché, a dit que voilà ce qui va se passer. Si tu veux partir, tu pars. Ça, là, c'est fini. Si tu veux partir, tu t'en vas. Je n'exclus pas l'éventualité que certains vont partir. Mais une chose est sûre. Je pense que quelqu'un qui n'a pas respecté ses partenaires, vous avez vu ce qui est en train de se passer? Moi, je remercie Issoufou. J'ai dit que Issoufou, en 2013, malheureusement, mes propos ont été déformés à bon escient, dans notre optique. J'ai dit qu'il est en train de purifier les partis politiques. C'est vrai. Et cette purification continue. Pourquoi je l'ai dit? Regardez comment les gens ont couru, des gens qui sont venus. Parce que moi, pour moi, la démocratie, comme le dit tout de suite Ambali, c'est croire à tes principes. Le manger, là, c'est Dieu qui te nourrit. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui te nourrit. Tu te lèves chez toi le matin, madame te dit, il n'y a pas fait de condiment, tu dis, tu n'as rien, tu sors, tu amènes fait de condiment. Alors que tu n'as pas déposé de voix. Mais il faut croire à des principes, il faut croire à la morale. Quand on me dit que dans la politique, il n'y a pas de morale, je dis, c'est faux. La politique, c'est la gestion de la communauté. C'est un chef de famille. Quand on dit que, c'est comme on dit, le chef de famille ne doit pas avoir de la morale. C'est cela. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Je remercie, vraiment pour la première fois, je veux remercier Issoufou. Pour avoir montré à ces petits tantins-là que non, ce que vous croyez là, ce n'est pas ça. Et Bazoum l'a déjà dit. Il dit que les 43 d'abord qui l'ont soutenu, ils n'ont rien apporté. S'ils n'ont rien apporté, comment il va partager avec eux? Les 53 qui sont venus, ils n'ont rien apporté à partir du moment où c'est des PV qu'ils ont remplis. Eux-mêmes, ils ont leur PV grâce à l'imprimerie, ils ont rempli, ils ont fait ce qu'ils veulent. Donc, comment quelqu'un va venir? Qu'est-ce qu'ils ajoutent au président Issoufou? Il n'a aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Moi, je le remercie véritablement. Ceux qui ont couru pour aller à la mangeoire, là, Issoufou a dit qu'il n'y a pas de manger. Et Bazoum a dit que le deuxième mandat, là, ils vont voir ça. D'abord, qu'il va voir ça, ceux qui l'ont soutenu. Ils vont les sanctionner. Et il a bien commencé. Donc, vraiment, je le remercie. Pour nous, nous ne sommes pas sur le même registre avec Issoufou. Nous avons dit que nous ne croyons pas, nous n'acceptons pas ces résultats et nous n'acceptons pas ces scrutins. Et c'est là que aujourd'hui je me retrouve avec mon frère Ambali parce qu'on a vu à faire un débat ici relativement aux fichiers. Lorsque nous avons dit que nous ne pouvons pas accompagner ce audit interne-là. Ce n'est pas que nous avons une dent contre quelqu'un. Mais imaginez qu'on n'ait pas fait l'audit extérieur. Même avec l'audit interne, vous regardez ce qui s'est passé.
le dit historien, ce qui s'est passé. Imaginez qu'on n'ait pas fait ce dit-là. Mais là où moi, ça m'a fait mal au niveau de la CENI, j'avais donné à la CENI, au membre de la CENI, des circonstances atténuantes jusqu'à un certain niveau. Mais à partir de ce certain niveau, je me suis rendu compte que véritablement, ces gens-là sont de mauvaise foi. Ils sont allés loin. Parce que la CENI s'était donné des attributions qu'elle n'a pas du tout. Elle s'était donné le pouvoir de s'immiscer dans les affaires qui ne le regardent pas, alors que les vraies affaires, lorsque la CENI est interpellée, elle souhaitait l'achat des cartes. Quand on dit au président de la CENI, l'article 2 qu'il interprète là, dire que l'article 2 de la création de la CENI, qui dit qu'elle veille au respect des lois et règlements en matière électorale et prend toute initiative et ou disposition. C'est ça que la CENI met en œuvre pour prendre des arrêtés en contradiction avec la loi organique. Alors que les dispositions là, c'est par exemple les cartes d'électeurs là qui sont en train d'être achetées. Et ils sont au courant, je vous jure, moi j'ai appelé les responsables de la CENI pour leur dire, voilà des cartes d'électeurs, voilà des citoyens, on peut vous montrer que même si les arrêtent, les gens vont les libérer. Alors que c'est là leur tâche, ils ont ce pouvoir-là. Le président de la CENI, ce n'est pas n'importe qui. Il est le plus indépendant des indépendants. Est-ce que vous voyez? Mais non, il laisse ça pour aller s'immiscer dans des choses qui ne le regardent pas. Nous avons compris le jeu qui est en train d'être fait. Nous remercions Boubé Ibrahim de s'être donné le pouvoir d'être le Fofana nigérien. Moi, je le remercie. Il a montré au Nigeria, j'avais cru que ce jeune homme allait sortir la tête haute et nous allons dire que comme le président de la CENI du Nigeria, voilà un exemple, il allait servir la communauté internationale. Malheureusement. De la même façon que je sais que le Fofana de Guinée est venu ici, on l'a chassé là. De la même façon, Boubé Ibrahim va être chassé dans certains pays. Et c'est clair et net. Même en Guinée, il risque d'être chassé. Même en Guinée, il risque d'être chassé. Je suis sûr et certain. Il va en Guinée dire qu'il va superviser les élections, les gens vont le chasser. C'est clair et net. J'aurais bien voulu que ça soit autrement. Donc, j'ai dit que nous, je vous jure, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous disons pour nous qu'il n'y a pas eu d'élection au Niger. Par conséquent, nous ne reconnaissons pas ces résultats. Par conséquent, nous ne reconnaissons pas ces institutions-là. Nous avons dit que nous voulons un dialogue. Un dialogue qui consiste à quoi? À s'entendre sur un minimum. Reprendre des élections. Je ne sais pas dans quel cadre, tous les je ne sais pas. En tout cas, on va discuter. Faire un fichier propre, clair et net. Le fichier BBT, peut-être que les gens n'ont pas voulu, peut-être on va le demander. C'est clair et net pour aller à des élections où on verra le meilleur va gagner. Et lorsque nous avons interpellé les gens, fichier biométrique, audité, les gens ont croyé que non, l'opposition ne veut pas aller aux élections. Nous savons ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas encore temps que les Nigériens nous aient compris. Parce qu'on a fait chanter partout que non, nous ne voulons pas aller aux élections. Vous étiez aux abois. On était aux abois. Mais heureusement, à la fin, les Nigériens ont compris. Et c'est là que je remercie nos amis de non-affiliés. Qu'à un certain moment, il y avait des incompréhensions entre nous. Mais je me réjouis de leur déclaration où demander la proclamation de manière solennelle des résultats. Parce que, et c'est là la contradiction, la Cour constitutionnelle, elle s'est arrangée. Alors qu'elle a refusé de proclamer les résultats de manière solennelle au présidentiel, au niveau de législative, elle est venue avec des acteurs de la société qui aujourd'hui ont eu leur billet d'avion pour aller à la Oumra. C'est une bonne chose. Mais en tout cas, de toute façon, il y a des gens qui sont venus s'asseoir. On ne sait pas sur la base de quoi on les a informés. Et ils sont venus s'asseoir et on a fait la proclamation. C'est ce que nous avons demandé. Et nos amis de la société et de non-affiliés aussi ont demandé ça. Ça veut dire que qui s'excuse, s'accuse. La Cour constitutionnelle savait que ce que nous avons dit était véritablement vrai. Je fais du pléonasme. Était véritablement vrai. Donc, nous l'attendons. Nous l'avons dit dans notre déclaration. Est-ce que la Cour constitutionnelle va respecter les délais? Nous avons maintenu notre candidature. Nous savons pourquoi nous l'avons maintenu. Avons-nous le droit de faire des recours, oui ou non? En tant que candidat, Hamamadou a le droit. Il l'a dit. Et nous nous accompagnons dans sa déclaration. Il a dit qu'elle soutient Hamamadou. Et nous avons 15 jours. Nous allons voir si cette Cour constitutionnelle va donner les 15 jours ou bien elle sera, comme il l'a fait dans le premier cas, elle va être inféodée et ne pas donner de 15 jours. De toute façon, elle portera sur elle la lourde responsabilité de ce qui va advenir. Merci, monsieur le ministre. Ambali, je reviens à vous. Si la COPA 2016 campe sur sa position, le président Issoufou heurte un mur opaque de la COPA, bien que sa main reste tendue. Il en a fait appel à tous les fils de ce pays pour véritablement s'attaquer aux nombreux défis du moment et ce pour le développement du pays. Vous, non affiliés, cette main tendue, si le président réitère cet appel lancé aussi bien à la COPA qu'à vous, quel serait le feedback?
La main tendue du président, on souhaiterait qu'elle soit une main visible, pas invisible. Et une main visible, c'est quoi? C'est une main qui vise à rassembler tous les fils de ce pays. Franchement, moi, je ne suis pas d'avis, n'est-ce pas, de tendre une main uniquement pour capter une partie des citoyens en vue de sacrifier, n'est-ce pas, d'autres citoyens. Le Niger n'a pas franchement besoin de continuer à évoluer dans la guerre, dans la bousculade, dans les conflits inutiles. Le sous-développement au Niger, il est à 90% expliqué par les mauvais comportements des acteurs politiques. Parce que c'est l'instabilité sociopolitique qui détermine les vraies causes du sous-développement au Niger. Et cette instabilité-là, elle est attribuable à qui? Aux acteurs politiques. Les responsabilités sont partagées. Surtout ceux qui sont gouvernants. Parce que la situation, en cas d'instabilité, ne les arrange pas. C'est pour cela que nous souhaiterons que tous les acteurs politiques s'assoient autour d'une même table afin qu'on pose la question essentielle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce Niger. Non pas qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire X ou Y. Qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider la paix, pour renforcer la démocratie et pour permettre aux Nigériens, même ceux qui sont dans les villages les plus reculés, de croire ne serait-ce qu'une seule fois, n'est-ce pas, aux acteurs politiques nigériens. Parce qu'en réalité, nos paysans, là, ils sont fatigués de nos comportements. En fait, souvent, ils nous le disent directement. Sans embâche. Sans embâche, ils sont fatigués de nos comportements. Et la situation qui se profile à l'horizon, je vous assure, elle risque d'être d'une extrême gravité. Et vous êtes à la figure, vous, politiciens. On ne se rend pas compte. Je vous assure, on est dans une situation où les citoyens sont fatigués. Fatigués chaque fois ou d'avoir comme lot quotidien la gestion des conflits des politiciens. Mais gérer un pays ne doit pas se limiter à gérer les humeurs des politiciens. Est-ce que seuls les politiciens sont les citoyens les plus crédibles pour profiter de la paix sur le dos? Ou bien prendre en otage tout un peuple. Exactement, il faut que cela cesse. Si on veut la paix, il faut le vouloir pour l'ensemble des Nigériens. Et cela de manière durable, non pas de manière circonstancielle. C'est pour cela que nous voudrons que toute la classe politique, qu'elle accepte de se retrouver autour d'une même table et de parler dans un langage franc. D'abord, il faut faire le diagnostic de ce qui s'est passé. Parce que l'accumulation de la contradiction, ça ne sert à rien. C'est-à-dire de continuer à faire semblant que tout va bien alors que il faut attaquer le mal à la racine. On attaque le mal, on essaie de décortiquer la situation et de trouver les bonnes solutions. C'est ça seulement qui peut nous permettre de rétablir cette situation politique au Niger. Mais faute de quoi, je vous assure, d'élections non consensuelles à une élection non consensuelle, mais on risquerait de se retrouver dans une situation où, en fait, qui est similaire, n'est-ce pas, donc, à une dictature qui ne dit pas son nom. C'est une véritable dictature qui risquerait de s'instaurer. Là où on va effacer des partis politiques, on va effacer des acteurs politiques, on va pratiquement anéantir toute velléité à la contestation, instrumentaliser certaines institutions de l'État, uniquement pour assouvir, n'est-ce pas, certains appétits particularistes et partisans. Ça ne peut pas aller. Nous sommes fatigués. Moi, personnellement, je vous dis que j'en ai ras le bol. Je vous dis ça franchement, j'en ai ras le bol. Chaque fois de crier à la paix, la paix, la paix. Et les gens pensent que la paix, en réalité, c'est un vain mot. Ce n'est pas un vain mot. On vous avertit. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous êtes ou prenez conscience des conséquences des actes que vous posez. Parce que souvent, quand je vois à la télé certaines personnalités rire ou montrer un visage jovial, je vous assure, moi, ça, je me demande, mais est-ce qu'ils se rendent compte que du point de vue stratégique, du point de vue politique, du point de vue social et économique, ce pays-là est en détresse.
On ne se soucie plus des finances publiques. On ne se soucie plus de l'avenir social et de l'avenir économique de ce pays-là. Tout ce qui intéresse le Nigérien d'aujourd'hui, qui pense qu'il est investi par une certaine autorité, c'est l'avenir de ses finances privées. On confond en réalité le bien public au bien privé, au patrimoine privé. On a vu ça lors de ces dernières élections-là. Mais pour qui les gens se prennent dans ce pays? Je vous dis, trop c'est trop. Il faut qu'on se ressaisisse et il faut qu'on se dise la vérité. Rien que la vérité. Moi, je suis en train même d'imaginer la possibilité même d'aller vers une nouvelle conférence nationale. Franchement, qui sera la seule possibilité pour nous de sortir ou d'éviter une terrible crise politique dans ce pays-là. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Vivement qu'on en arrive par là des propos de Yana Mara. Ils sont dits à travers le représentant des non-affiliés avec un flegme assez particulier. C'est dire que la classe politique ou bien disons les acteurs ont intérêt à se ressaisir et à ne privilégier le seul intérêt qui vaille, qui est celui du Niger. Monsieur le ministre, tendant vers la fin de l'émission, je reviens à vous. Vous aviez beau faire de féliciter le président Issifou pour avoir séparé la bonne gré de livrer cette posture de radicalisation dans laquelle, qui semble être la démarche de votre coalition. Pour beaucoup, les raisons du ventre peuvent être amenées à être plus fortes que celles cérébrales. Quelle est la garantie que vous avez pour qu'à la longue, beaucoup ou bien certains de vos camarades ne puissent pas opérer un virage de 80 degrés, de sorte que aussi on ne puisse pas assister à une scission, une implosion, car pour beaucoup, l'opposition, c'est quand même une traversée du désert, monsieur le ministre Salatou. Non, je ne conçois pas la politique comme le manger-manger, excusez-moi de l'expression, non. Et je ne suis pas d'accord, en tout cas, par rapport à une critique qui est véhiculée d'abord par la société civile et qui a tendance à être autorisée par un certain nombre d'acteurs politiques. J'entendais tout de suite les propos de mon frère Ambali. Non, la classe politique n'est pas pourrie. Il y a des individus qui sont pourris. C'est clair et net. Moi, si j'avais voulu aller avec Issa en 2013, j'y serais. C'est clair et net. Mais il y a des gens qui ne croient pas à des principes. Cela est clair et net. J'ai eu à poser la question à Ibn Chabas, la délégation de l'ONU. J'ai dit, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous reprochez à l'opposition. Dites-nous, voilà ce qu'on vous reproche, vous, opposition. Ils n'ont pas été capables. Parce que tout ce que l'opposition demandait, c'est le respect de la loi. C'est tout. On a dit respecter la loi. Et dans tous les actes qui ont été posés, et aussi bien au niveau de la CENI, au niveau de la présidence de la République, ou au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est le refus de respecter la loi. Certains pensent qu'ils sont forts, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Regardez, tout de suite, vous me parlez du président qui tend la main. Mais au moment où on entend, il dit qu'il tend la main, nous, on n'a pas le droit de parler. Vous avez entendu Douda Rama est en prison. On dit qu'on veut le condamner à 2 ans de prison. Parce que pendant la campagne, il a dit que c'est un thème de campagne. C'est pas lui qui a dit qu'il est Charlie, c'est Youssouf qui a dit qu'il est Charlie. Et il a dit, mais ne pas voter à Issifou parce que Charlie, voilà ce que ça veut dire. Mais en même temps, on peut autoriser à certains qui viennent dire à la face du monde, et dire que nous le répétons, tous ceux qui ne votent pas Issifou, qu'ils soient maudits, aussi bien sur terre que de l'autre monde. Elles peuvent le dire. Normal. On regardait, et à peu près une dizaine de nos jeunes de la COPA qui sont enfermés. Pourquoi? Parce qu'ils ont relayé le message de la COPA qui dit de ne pas sortir le vin. Moi qui vous parle, chaque jour que Dieu fait, chaque minute, les gens m'appellent, on t'a enfermé. Je dis, mais pourquoi on va m'enfermer? Parce que c'est l'ambiance, on estime que tu ne dois pas parler. Chaque jour que Dieu fait, on vous appelle. Et on a dit que tu as été enfermé. Et on a dit que tu l'as été. Est-ce que ça là, c'est une vie de nom de Dieu? Où les gens, toute leur stratégie, c'est enfermer les gens pour qu'ils ne parlent pas. Mais les gens qui sont en prison, les Souman Sanda, les Lomo Dogadi, tous ceux qui sont en prison de ce coup, je vous dis jusqu'à ce jour, aucun juge ne les a entendus. Aucun juge. Et vous savez qu'il y a de la torture dans ce pays? Il y a un parmi eux qui a été enfermé dans une maison pendant 6 jours. C'est dans la maison qu'il fait ses besoins. Il dort dans ses besoins. Je ne vais pas dire le nom. C'est de la torture. Et ça, là, les Nigériens veulent qu'on se taise, qu'on dise rien. Pendant 6 jours, je vous dis, parmi ceux qui ont été interpellés dans le cadre du coup d'État, pendant 6 jours, il était enfermé. Et c'est la nuit qu'on vient l'enlever pour lui dire, il faut dire qu'Ahmad est dans le coup.
Il dit je ne dis pas, parce qu'il ne m'a pas dit ça. En fin de compte, on l'a laissé tranquille. Pendant 6 jours, c'est dans la maison qu'il tue, c'est dans la maison qu'il dort. Mais c'était lamentable. C'est ça qui est caché au Niger. On fait de la torture au Niger. Et c'est ça que vous voulez que nous acceptions? Aujourd'hui, on sait que par la règle, ce n'est pas écrit dans les textes, mais dès que les gens sont élus députés, ils sont libérés. On l'a vu. Sanoussi a été libéré, Al-Badi a été libéré dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils sont là. Ça fait combien de jours? Au moins ceux qui ont été élus là, on refuse de les libérer. Et je vous dis, jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été entendus par un juge. Le juge qui les a reçus après les 30 jours au niveau de la coordination et de la gendarmerie, ils se présentent devant. Bon, moi, je n'ai pas lu vos dossiers, mais je vous sais même sur mandat de dépôt. On vous les répartit. Et certains, avant d'arriver à destination, 48 heures déjà, les autorités pénitentiaires et de la police sont informées qu'il y a telle personne, telle personne. Ils n'ont même pas passé devant le juge d'abord. Hein. Ils n'ont même pas passé devant le juge. On les a informés qu'il y a telle personne, tel ministre et tel colonel de douane qui vont venir. Ça, là, nous sommes dans un pays démocratique. Et ça, vous voulez qu'on accepte ça? C'est ça que les gens veulent qu'on avance dans le gouvernement. Quel manger? Quel manger? On n'a pas fait. Moi, je n'ai pas fait. C'est pour servir la nation, monsieur le ministre. Je crois à des principes, je vous le jure. Si je reviens sur des principes clairs et nets, si le gouvernement en fonction de la loi, je vous le jure, je suis prêt à l'accompagner. Mais ce qu'il est en train de faire, le bara là, que les Nigériens ont montré, la version que les Nigériens ont eue pour Issoufou, le 20 mars, ce n'est rien d'autre que l'injustice. Ce n'est rien d'autre que personne ne peut penser que Hamid pouvait venir au second tour. Moi, je ne le pense pas. Je sais que tu ne le penses pas. Ambali ne le pense pas. Mais les Nigériens ne veulent pas l'injustice. Et c'est que l'injustice qu'on dit. Libère Hama. Permets à Hama de battre campagne contre toi. Il se fait refuser. Et ça, on veut que ça continue. Nous allons arrêter quand le gouvernement de non-national. Quoi va pour manger? Ceux qui veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Ce n'est pas. Peut-être demain, certains iront. Mais nous disons que nous, on va manger notre chikafa de Wake, mais on combattra Issoufou parce que ce qu'il est en train de faire, c'est contre la loi. C'est ça, on n'a rien contre la personne de Issoufou. Je n'ai rien contre Bazoum, je n'ai rien contre Massoud, mais je ne suis pas d'accord avec leur façon de faire. C'est contre ce qui réunit les hommes. C'est le respect des normes, c'est le respect de la loi. Je l'ai dit toujours ici. Mais le plus grand lutteur du Niger, avant-hier, à Dosso, il a terrassé, il a eu le sable, il sait qui ça combat comment l'appelle. Est-ce que Mamadou Issoufou a été là-bas? Est-ce que Bazoum a été là-bas? Parce que vous avez l'autorité de l'État. Aujourd'hui, tout le monde est prostitué. La chefferie traditionnelle, les forces de défense et de sécurité. Mais tout est instrumentalisé. Tout est instrumentalisé. Pendant cette campagne, vous savez combien de chefs nous appellent? Combien de chefs? Pour dire quoi? On dit que si vous ne demandez pas aux gens de sortir, on va vous destituer. Ça, c'est une vie. Moi qui vous parle, je parlais tout de suite des réseaux sociaux. On a emprisonné les enfants à côté de eux. Va sur les réseaux sociaux, tu vas voir ce que les gens de PNDS ont écrit sur moi. Que je suis bâtard, je suis fils d'un bâtard. Parce que tout simplement, je parle. Mais j'ai des enfants que je vais continuer à parler. Que je suis fils de Ghanéenne, fils de Togolaise, que mon papa dit n'importe quoi sur ma personne. Ça, c'est de la démocratie. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Et je n'insulterai personne. Mais je me battrai par rapport à des principes. On peut m'enfermer même demain. Je veux parler par rapport à des principes. Et c'est à cela que nous invitons Issoufou. Nous n'avons rien contre sa personne, mais nous ne sommes pas d'accord avec sa gouvernance. C'est du bara. On peut même lui faire la concession qu'ils peuvent détourner, mais on ne peut pas accepter la violation de la loi. Parce que c'est nous faire sortir de l'état civil à l'état de nature. Or, de l'état de nature, il n'y a pas de plus fort. Parce que vous aurez toujours en face de vous quelqu'un de plus fort que vous. Et lorsque les gens nous font appel à nous, mais il faudrait que, là où je dis, mais quand je vois des marabouts, je ne les appelle pas des oulémas, moi je les appelle des marabouts, qui viennent dire acteurs de la société civile, marabouts acteurs de la société civile, et qui sont en train de faire de la supervision, qui viennent dire que les élections se sont très bien passées au Niger. Mais vous savez à quoi vous êtes, notre société est en train de... La dernière référence, c'est les oulémas. Mais un ouléma vient faire de la politique, prendre parti. Mais comment voulez-vous que les gens le respectent? C'est ça à cela que nous sommes en train de... Nous sommes en train d'assister à la décadence du justice social, dans la morale sociale. Et c'est un fait. Les gens ne croient absolument. Il y a des gens qui viennent de négocier. Vous voyez, c'est à cela que nous sommes en train d'aboutir. Les gens ne croient absolument à rien. Et c'est à cela que nous invitons les gens. Il faut résister. Il faut résister à la dépravation des mœurs. Il faut résister à la dépravation de la morale. Il faut résister à l'injustice. Même si vous serez seul. Même si vous serez seul. Donc, j'ai dit, ceux qui sont partis, qui ont fait de la dissidence, qui ont fait de l'accumulation, où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui? Où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui? Les députés là qui sont restés, aujourd'hui peuvent lever les autres. Lorsqu'on les a pressés, comme les citrons, on les a jetés. Quelques rares,
pu sortir du trou pour être reconvertis, recyclés en député PNDS. Les autres, on les jetait de la nature. Ahmad Salifou, peut-être va être nommé ministre conseiller à la présidence. Surtout qu'il n'y a pas de présidence aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mon cousin et grand frère Ahmad Salifou. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il a palpé, oui, il a eu le poste juteux. Mais à quoi ça va le servir? Il en a beaucoup comme ça. Mais ceux qui sont restés, les Ahmad Jibo Mas, les Bakari, les Lamido aujourd'hui, c'est la tête droite qu'ils vont se promener. Et c'est à cela que nous invitons le Nigeria. Il faut résister. Et Dieu merci. Le Nigeria est fier, et nous l'a montré le 20 mars passé, qu'il n'est pas prêt à accepter la prostitution à laquelle le régime de Youssoufou l'a mené. Merci le ministre Salatou. Pour clore, M. Ambali, s'il y a un mot, quand on sait que l'apaisement vous en a fait un credo, quel serait cet appel pour que la classe politique dans son ensemble puisse se rasseoir sur une même table de négociation, toute divergence tue? Quel serait cet appel à travers les non-affiliés, M. Ambali? Une fois de plus, comme on a décidé de ne pas se fatiguer, on va lancer un appel solennel à l'ensemble de toute la classe politique et pour accepter de se retrouver autour d'une même table et de parler, n'est-ce pas, un franc langage, un franc dialecte, n'est-ce pas, pour décanter la situation et parvenir à des solutions consensuelles. Au-delà même du CNDP, parce que si on ne prend pas garde, le CNDP risque d'être transformé en un cimetière des partis politiques. Ça fait combien de semaines ou de mois? Il ne siège plus à un moment où on a des problèmes très sérieux qui minent la classe politique. Donc, nous, acteurs politiques, il faudrait qu'on accepte d'abord de modérer, et de contenir la passion, de mettre de l'eau dans vos vins respectifs. Et surtout, à tous les échelons, il faut qu'on accepte d'être sincère. C'est ça qui manque aux politiciens nigériens, la sincérité. Je vous assure, aujourd'hui, vous jetez un jeton par terre, vous allez voir une dizaine d'acteurs politiques capables de s'écraser les crânes uniquement pour récupérer cette pièce-là. Mais on ne crée pas un parti politique à des buts lucratifs. On le crée uniquement pour... Et c'est-à-dire qu'on peut résumer même la fonction d'un parti politique à 3 principales fonctions. D'abord, ça a un but, je ne sais pas, de choix électoral. La formulation des dossiers pour participer aux élections. Ensuite, un parti politique, on le crée pour la mobilisation des électeurs, des militants, afin de participer au processus électoral. Mais la troisième fonction qui est la plus importante dans la création d'un parti politique, c'est surtout pour participer à la consolidation de la paix dans un pays et pour participer au développement. Mais ici, on ne le fait pas. Le développement, c'est notre dernier souci. Donc, nous appelons tous les acteurs politiques à une prise de conscience. Le Niger est gravement en retard. On n'a pas besoin aujourd'hui de modéliser les phénomènes macroéconomiques pour se rendre compte que le retard que nous avons accusé, je vous assure, il nous faut plus d'une décennie pour le rattraper. Quand vous rentrez dans les modèles, vous allez voir qu'on a tellement accusé du retard que si on ne prend pas garde, même mentalement, dans 5 ans, quand vous faites le classement des pays à l'échelle mondiale, le Nigeria risque d'être le dernier. Vivement que cela soit rattrapé, chers téléspectateurs, d'avoir su bien nous accompagner. Merci à nos invités ici présents. Merci. Dommage que le représentant du principal parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, ait brillé par son absence. Qu'à cela ne tienne, il a été question de la réélection du président Issoufou Mahamadou, même si mon invité à gauche ne veut pas qu'on en parle de réélection, mais toujours est-il que Issoufou Mahamadou succède à lui-même à travers son score de 92,49%, rempliant ainsi pour un second mandat à la tête du Niger. C'est dire que peut-être pour beaucoup, il faudrait bien que cette aube tant voulue et souhaitée par tout un chacun se dessine pour le Niger, et ce au détriment des intérêts égoïstes, mesquins et partisans des acteurs de la classe politique. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Rendez-vous, plaise à Dieu et pris, à la semaine prochaine pour un autre débat en direct sur la télévision et aussi comme la radio Labari.
Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir. Au revoir.